Bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons maintenant préciser le phénomène d'intrication. Nous avons deux objets quantiques, par exemple deux particules ou deux systèmes quelconques que l'on nomme 1 et 2. Ils peuvent être semblables, en général c'est cette situation-là qui est considérée, par exemple deux électrons ou deux photons, mais ce n'est pas une obligation. On peut par exemple avoir un photon et un atome. Chaque système est décrit par une fonction d'onde, ψ1, ψ2. Donc chacun a son état quantique. Cet état quantique donne l'état pour toute une série de variables, telles que la position, l'impulsion, le spin, etc. Il peut y avoir beaucoup de variables décrivant le système en particulier, si c'est un système complexe, comme un atome. On peut considérer, ce n'est pas une obligation, on peut considérer plusieurs variables, mais ça ne change pas grand-chose et ça ne ferait qu'alourdir les notations, mais on peut considérer une seule variable, S, qui peut prendre deux valeurs, A et B. Un exemple, c'est le spin. Un électron de spin 1,5 dans une direction donnée, disons verticale, peut avoir le spin vers le haut ou le spin vers le bas. Les autres variables peuvent être tout simplement ignorées ou considérées comme étant identiques pour les deux particules ou les deux systèmes. On considère simplement la variable S. On a deux particules, donc on va les noter S1 et S2, pouvant prendre quelle valeur A1, B1 ou A2, B2, simplement pour les distinguer. Considérons la première particule, le premier système. Une base d'état pour cette variable serait l'état A1 et l'état B1, les deux valeurs possibles. Et un état quelconque est une combinaison quelconque A fois A1 plus B fois B1 de deux états de base. A et B étant des nombres complexes, normalisés, normalement on les considère normalisés, parfois je ne le note pas explicitement, mais c'est en principe toujours normalisé, donc A carré plus B carré égale 1, et la probabilité de mesurer par exemple A1, si on effectue une mesure de la variable S, la probabilité de trouver A1 est simplement donnée par A carré, le carré du module du nombre complexe. Tout ça nous connaissons. Et pour la particule 2, c'est tout à fait analogue avec bien sûr l'indice 2. Si on considère l'ensemble, nos deux systèmes ou nos deux particules, ils vont être décrits par une fonction d'onde globale, psi. Cette fonction d'onde, elle n'est pas la somme simplement des fonctions d'onde des particules ou des systèmes séparés. On doit considérer l'ensemble comme un tout, et alors, il y a différents états de base possibles. Par exemple, A1, A2, c'est-à-dire que la première particule est dans l'état où S a la valeur A avec certitude, et 2 a la valeur A. Un autre état, c'est A1, B2. Donc la première a la valeur A, la deuxième la valeur B. De même, B1, A2 et B2, B1, B2. Il y a donc 4 états de base possibles, ce qui est tout à fait logique, 2 fois 2. Et un cas général sera égal à A fois A1, A2, plus B fois A1, B2, plus C fois B1, A2, plus D fois B1, B2. Considérons maintenant un cas particulier. On va considérer le cas particulier où B et C sont égales à 0. Dans ce cas-là, l'état sera donné par A fois A1, A2, plus D fois B1, B2. Cet état est assez particulier, parce que il signifie que le système
est telle que si la première particule est dans l'état A, alors la deuxième aussi. Mais si la première particule est dans l'état B, alors la deuxième aussi. Et ces deux possibilités, toutes les deux A ou toutes les deux B, sont déterminées par les coefficients et sont éventuellement également probables. Ils ne sont pas des prédéterminés. On dit que cela représente un état intriqué, c'est-à-dire que l'état de la première particule et l'état de la deuxième particule sont reliés ensemble, les deux états sont intriqués. On peut aussi en mettre les indices, notez, parce que comme on a toujours première particule, deuxième particule, pour simplifier, on peut en mettre les indices, l'ordre, disons, de quelle particule on parle. Il y a un autre état intriqué, c'est celui où A et D sont nuls, c'est-à-dire B fois AB plus C fois BA. Dans cet état, si la première est dans l'état A, la deuxième est dans l'état B. Et si la première est dans l'état B, la deuxième est dans l'état A. Leurs états sont opposés, mais toujours reliés. À nouveau, c'est un état intriqué. On parle en fait, pour ces deux possibilités, d'état intriqué maximal. Parce que c'est tous les deux A avec certitude les mêmes valeurs, ou tous les deux B, ou alors les valeurs opposées pour l'autre cas, avec certitude. On ne sait pas si ça va être A ou B, mais dans les deux cas, elles auront la même valeur, toutes les deux, ou alors des valeurs opposées dans tous les cas. On peut avoir un état comme celui-ci, A1, A2 plus B1, B2, plus un petit peu des deux autres cas. Donc B et C non nuls, mais à condition que B et C soient plus petits que A et D. Donc là, c'est presque intriqué. On parle aussi d'état intriqué non maximal. En général, pour en discuter ou pour des expériences, on préfère travailler avec des états intriqués maximales. C'est plus simple, plus clair. Et c'est ce qu'on veut mettre en évidence, c'est l'intrication. Par contre, dans la nature, dans les divers phénomènes où l'intrication se produit, on peut avoir toutes sortes de mélanges, bien entendu. Si tout est intriqué, c'est-à-dire non seulement notre variable S, mais également toutes les autres variables, position, impulsion, etc., dans ce cas-là, on peut vraiment dire qu'on a des frères jumeaux. Les deux systèmes se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Même si les valeurs des variables n'est pas prédéterminées, on sait qu'elles auront les mêmes variables, ou des variables opposées. Comment peut-on obtenir un tel état? Est-ce difficile? En fait, non. Par exemple, on peut partir de la désintégration d'une particule de spin 0. Un exemple, c'est par exemple le positronium, c'est-à-dire un électron et un positron qui tournent l'un autour de l'autre. Il a tendance à se désintégrer assez vite pour donner, par exemple, 2 photons. 2 ou 3, c'est une question de parité. On peut choisir les dentelles qui donnent 2 photons. Et comme le moment angulaire est conservé, chaque photon aura un spin opposé. Par exemple, un photon avec le spin haut, l'autre avec le spin bas. Mais une autre solution possible, c'est spin bas, spin haut. Et comme tous ces états sont équiprobables, on fait la somme de toutes les possibilités, on a un état intriqué. Les deux photons sont intriqués. On peut aussi utiliser l'optique non linéaire. Il y a certains cristaux dans lesquels un photon de fréquence bien précise va se diviser en deux. 2 photons de fréquence moitié. Et ces 2 photons sont intriqués. C'est le phénomène, par exemple, de birefringence. C'est très utilisé. Ça paraît quand même assez particulier. Mais en réalité, c'est très courant. Prenons, par exemple, 2 électrons qui se baladent et qui vont se cogner, se diffuser en se repoussant avec leur charge électrique. S'ils ont des spins opposés, par exemple, l'un a un spin vers le haut, l'autre a un spin vers le bas, ils se diffusent, l'un part dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Mais ça peut être le premier qui part dans un sens ou le deuxième qui part dans l'autre sens.
Et donc, on peut avoir spin haut plus spin bas, ou bien spin bas plus spin haut. On se retrouve à nouveau dans cet état intriqué, avec une simple diffusion de 2 électrons. Et donc, en fait, l'intrication est banale dans la nature. Dès qu'il y a des interactions entre des particules, il y a des intrications qui se produisent. C'est même plus la norme que l'exception. La norme, c'est l'intrication. Souvent, quand on fait des expériences, on veut avoir des états purs. On effectue des mesures initiales pour connaître l'état des systèmes de façon à ne pas être gêné par des phénomènes tels que l'intrication. Considérons maintenant la mesure de ces états. Donc supposons qu'on a des particules dans les états AA plus BB. Donc état intriqué, tous les deux A, tous les deux B. On va mesurer la première particule. Et on trouve, par exemple, on trouve A. Ici, j'ai choisi les coefficients égaux à 1, donc on a une chance 1,5 de trouver A, par exemple. Et dans ce cas-là, on sait que la deuxième particule va être A. Donc si les deux particules se séparent, il y en a une qui est là, j'effectue la mesure, je trouve A. Et bien je sais qu'en mesurant la deuxième, je vais aussi trouver la valeur A. Par contre, si j'avais mesuré B sur la première particule, je sais que je vais mesurer B sur la deuxième particule. Inutile de vous dire, l'expérience a été faite de nombreuses fois. Et ça donne bien ça. Même si nos deux particules sont très séparées l'une de l'autre, on a ce phénomène. Les deux donnent le même résultat. Mais, comment est-ce possible? Alors, en physique classique, ça ne poserait pas de problème. Supposons qu'on ait des jumeaux. On ne sait pas s'ils ont les cheveux blonds ou les cheveux noirs. Et ils ont tous les deux les mêmes cheveux de même couleur. Ils sont en quelque sorte intriqués. Il y en a un qui part à Bruxelles, l'autre à Paris. À Bruxelles, on en rencontre un, on dit « Ah, il est blond ». On peut être sûr que l'autre va être blond aussi, c'est son frère jumeau. Des vrais jumeaux, bien entendu. Si je vois qu'il a les cheveux noirs, je saurai que l'autre a les cheveux noirs. Mais là, j'ai triché, parce que je suis parti d'un état classique, avant d'observer le premier jumeau. Je ne connaissais pas la couleur de ses cheveux, mais n'empêche que la couleur de ses cheveux, elle était bien déterminée, ou blond ou noir. C'était pas un mélange quantique des deux états. La mécanique quantique nous dit pour les systèmes quantiques c'est différent. Et nous l'avons vu. Cette différence conduit quand même à des comportements qui sont observables, tels que les interférences, dans une expérience de Young par exemple. Donc on peut pas simplement balayer d'un revers de la main et dire ben non, mais la particule elle est A ou B. C'est juste qu'on ne sait pas. Non, c'est pas vrai. On l'a vu. Il y a réellement une indétermination intrinsèque. Donc, quand je mesure la particule 2, la mécanique quantique nous dit, mais vous allez avoir A ou B, et vous ne pouvez pas déterminer, savoir lequel à l'avance. Mais si, ici, je l'ai trouvé sur la particule A. Donc, je sais ce que je vais obtenir. Alors, comment est-ce possible? Comment la deuxième particule peut-elle donner un résultat avec certitude selon ce qu'on a obtenu sur la première particule, alors que l'état A ou B n'est pas prédéterminé? Est-ce qu'il y a échange d'un signal? Un signal qui irait de la première à la deuxième particule et lui dirait attention, on m'a mesuré, j'ai donné A, donc donne A aussi. Notons que on n'a jamais détecté un tel signal. Et on a vu, maintenant pour quelles circonstances? Des blindages de nature quelconque. Jamais on n'a pu atténuer ou intercepter un tel signal. S'il y en a un, il passe quoi qu'il arrive. Et on ne sait pas l'intercepter ou l'atténuer. L'expérience marche toujours. De plus, un tel signal a un petit côté non scientifique. Pourquoi? Parce qu'il ne permet pas de transférer de l'information. Nous verrons ça un peu plus clair un peu plus tard. Parce que le résultat est aléatoire. Le résultat, supposons que je ne mesure pas 1.
Je mesure que la deuxième particule, je vais obtenir A ou B. Et c'est totalement aléatoire et je ne peux pas le prédire. De même, si je mesure la première particule, alors je sais que la deuxième particule va donner ça, mais la première particule aussi, si je la mesure, j'ai A ou B de manière totalement aléatoire. Et donc, le résultat se reflète sur la deuxième particule. Et donc, quoi qu'il arrive, quand je mesure la deuxième particule, j'ai un résultat aléatoire. Et donc, ce phénomène ne permet pas de transférer d'informations. Et donc, un tel signal semble bizarre. Un signal impossible à intercepter, impossible à atténuer, qu'on ne détecte pas et qui ne permet même pas de transférer une information. C'est gênant. Il y a un autre problème aussi. Alors je dis, oui, mais bon, quand je mesure la deuxième particule, bien sûr que je sais qu'elle va donner le résultat. Mais c'est pas parce qu'il y a un signal mystérieux qui est passé, c'est parce que j'utilise un signal classique. Par exemple, je mesure la particule 1, j'enregistre le résultat, je vais auprès de la deuxième particule, et j'ai noté mon résultat. Ce transfert d'informations utilise un canal classique, une feuille de papier. En pratique, on va utiliser des fibres optiques, des signaux électriques, des ordinateurs, bien entendu. Ou alors on mesure les deux, et puis on compare. On mesure la première, on mesure la deuxième, et on compare les deux résultats. A, on a obtenu A dans les deux cas, ou B dans les deux cas. Mais la comparaison se fait par un signal classique. De plus, un tel signal mystérieux, qui ferait que les deux particules se comportent de la même manière, pose un problème en relativité. Parce que si nos deux particules sont-elles bien séparées, et qu'on effectue les mesures sur les deux, pratiquement en même temps. Dans ce cas-là, elles peuvent être séparées par un intervalle spatial. C'est-à-dire qu'entre les deux mesures, la lumière n'a pas le temps de se propager entre les deux. Donc si un tel signal a lieu, il doit aller plus vite que la lumière. C'est le caractère qui fait dire que la mécanique quantique est non locale. Nous reviendrons sur ce point, abondamment. C'est ennuyant déjà en relativité. Maintenant, vu qu'on ne sait pas observer ce signal, vu qu'on ne sait pas l'utiliser pour transmettre de l'information, ma foi, la relativité peut être assez permissive. Elle dit que ce qui ne peut pas aller plus vite que la lumière, c'est l'énergie, la matière ou l'information. Voilà, justement. Et ce signal ne transmet pas d'information en réalité. Donc, ça n'est peut-être pas gênant. Oui, mais il y a quand même une difficulté. Parce que quand deux événements sont séparés par un intervalle spatial, nous l'avons vu avec la relativité, dans la série sur la relativité, selon l'observateur, selon l'état de mouvement de l'observateur, le premier événement a lieu avant l'autre, ou c'est le deuxième qui a lieu avant le premier. L'ordre temporel dépend de l'observateur. Et donc, le signal va aller de 1 vers 2 ou de 2 vers 1 selon l'observateur. Donc comment se fait-il que la même expérience, les mêmes mesures, transmettraient un signal dans un sens ou bien dans l'autre selon celui qui décide de regarder, de considérer les résultats? Voilà un signal bien versatile. Même expérience, même mesure. Un seul signal, et ce signal, il va dans quel sens? C'est pas clair. Quelque chose qui nous échappe et quelque chose qu'on ne comprend pas là derrière. Notons qu'en physique quantique orthodoxe, tel que nous l'avons décrit, nous avons parlé de la réduction de la fonction d'onde. C'est-à-dire que quand je mesure la première particule, et que je trouve par exemple A, alors je sais que son état est A. Et donc il y a une réduction de l'état, la réduction de la fonction d'onde, et je sais que l'état c'est AA. Et plus, elle n'est plus AA plus BB, c'est AA. Parce que je l'ai mesuré. C'est une certitude. Et donc, selon cette règle, instantanément, la deuxième particule n'est plus également dans cet état A plus B, mais dans l'état A. Et donc cette réduction, pour peu qu'elle soit physique, qu'elle ait réellement un sens, se comporte exactement comme notre signal. Et là aussi, si j'effectue mes deux mesures pratiquement en même temps, simultanément, selon les observateurs, la réduction est produite par la première mesure ou par la deuxième mesure. Le problème,
n'est pas résolu par la réduction. Il se comporte exactement comme cet étrange signal. Le plus extraordinaire, c'est que ça marche très bien. Quand on applique la réduction et tout l'arsenal mathématique de la mécanique quantique, ça marche parfaitement. Et pourtant, il y a quelque chose qu'on ne pige pas dedans. Quelque chose qui ne va pas. Considérons un cas plus général qui reviendra par la suite. On peut considérer que A et B sont des états de spin, et on peut considérer par exemple un état où on a une superposition, pour les particules, d'un état de spin vertical et un état de spin horizontal. La somme des deux états, donc ça donne un état superposé. En fait, dans ce cas-là, le spin est quelconque. L'état est quelconque. Supposons que je mesure le spin, on va dire verticalement pour la première particule, et la deuxième, je le mesure avec un angle θ. Que nous dit alors la mécanique quantique? Elle nous dit alors que la probabilité d'avoir une coïncidence, c'est-à-dire si je mesure vers le haut, et là vers le haut incliné de θ, avec par exemple des polariseurs, la mécanique quantique nous dit que la probabilité d'observer ça, c'est cosinus carré θ. C'est un résultat important en mécanique quantique. Et on peut le vérifier facilement avec des photons de polarisation complètement indéterminée et des filtres polarisants inclinés avec un angle θ et mesurer est-ce que le photon passe dans les deux cas ou pas, et il y a coïncidence avec une probabilité donnée par cosinus carré θ. Ça se résulte très facilement. Voilà pour l'intrication, et qui illustre bien les difficultés dont nous avons parlé avec les postulats de la mécanique quantique. Nous avions parlé de l'expérience de Young. Il y avait des difficultés, c'est en fait exactement ça. Nous avons des possibilités, un comportement de la mécanique quantique qui ne semble pas cohérent, pourtant qui marche très bien. Il n'y a pas de contradiction interne à la mécanique quantique. Elle donne toujours de bons résultats. Et jamais de résultats contradictoires. Mais il y a quelque chose, un mécanisme interne à c'est une logique, peut-être une logique de ces phénomènes qui nous échappe. La logique classique, orthodoxe, ne semble pas convenir, ou peut-être quelque chose qu'on comprend mal. Donc il faut falloir creuser ce point-là. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons l'analyse d'Einstein. Alors Einstein, donc, nous ne sommes évidemment pas les premiers à nous poser ce genre de questions. Très tôt, dans la mécanique quantique, quand elle a été élaborée, très tôt, les physiciens se sont interrogés sur ces comportements bizarres. Schrödinger, avec son chat qui est à la fois mort et vivant, nous en reparlerons. Et Einstein. Einstein qui avait aussi beaucoup de mal à admettre ça. Ce comportement apparemment irrationnel. Donc il a analysé ça. C'est donc intéressant de voir l'analyse qu'il a faite. C'était quand même un grand esprit. On peut même dire presque une référence scientifique. Et pourtant il s'est trompé. On verra ça. Il s'est trompé dans cette analyse. Il n'empêche que son raisonnement, au moins en apparence, tient parfaitement la route. Il est donc intéressant de l'examiner. Nous verrons cela tout de suite, bientôt. Je vous remercie.